Bonjour Hervé, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. J'ai reçu de ton attachée de presse, qui est une femme charmante. Elle est déjà reçue chez moi. Elle est déjà venue chez moi à Bruxelles avec un de ses auteurs, qui est donc Oscar Lalo. Depuis lors, on a gardé pas mal de contacts, si bien que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est susceptible de m'exciter, elle me l'envoie, quoi. Et c'est comme ça qu'au Elle est fil... adorable. Ouais, elle est adorable, elle est Super adorable. adorable. Oui, oui. Alors c'est comme ça qu'au fil du temps, donc, j'ai découvert ton écriture. On a eu l'occasion déjà de s'entretenir, mais via notre chroniqueur de Besançon, qui est Guillaume Sautet. On avait fait Tout à fait. une belle interview aussi par téléphone, dont j'avais fait le montage. Mais je reviens un petit peu au personnage qu'est Hervé Michel. Tu ne t'ennuies pas, mon ami? M'ennuyer, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement ce mot? Non, je Ah, vois pas. alors, tout Non, jeune, tout jeune, tout jeune, comment s'est excité un petit peu la curiosité que tu as eue sur le monde qui t'entourait? C'est impossible à dire quand est-ce que ça a vraiment commencé. J'ai toujours été un curieux, un enquêteur, un investigateur. Et j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire et de tout gamin, j'aimais bien explorer, j'aimais bien savoir, j'aimais bien découvrir les choses. Donc ça a commencé tout gamin, il n'y a pas eu de transition en fait. Bon, tu as mis les pieds dans la vie très tôt, parce que j'ai appris et découvert qu'à 17 ans, tu étais déjà dans un bataillon colonial. Oui, oui, C'est alors déjà un peu être un révolté, ça, presque. alors, non, non, en fait, c'est le jour où ma vie a changé, en fait. J'étais au lycée, oui, d'ailleurs. Et un soir, je faisais du dessin industriel à cette époque-là. Je faisais un CAP de dessin industriel, un truc qui me faisait royalement chier, quoi. Mhm. Mais on a fait beaucoup de choses quand même. Et un soir, je sors avec ma blouse sur le bras du lycée. Et je passe dans un lieu que je connais encore, qui s'appelle le pont des Cinq-Coups. Là, je vois le soleil se coucher sur la rivière, au fond. Mhm. Et là, d'un coup, j'ai eu une illumination. J'ai vu des îles, j'ai vu des paysages inconnus. J'ai regardé ma blouse et je me suis dit, c'est pas ma vie. J'ai jeté la blouse dans la première poubelle qui passait. Je suis rentré, je suis allé voir mon père. J'ai dit, bon, demain, je m'engage dans l'armée, il faut me faire une dérogation. Et quelques jours après, je partais dans ce fameux bataillon qu'on appelait la coloniale à l'époque, qui maintenant s'appelle différemment, certainement.
tes moments de défoulement, parce que je vois que tu as été pilote de stock-car aussi, on se défoule là-dedans aussi. Ah ben tout à fait. En fait, j'ai toujours voulu faire des choses qui m'excitaient. D'accord. Je me suis dit, pour suivre, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais pas fait pour être militaire parce que je supporte pas de recevoir des ordres. Donc très vite, je me suis retrouvé sur le quai d'une gare. Dès que j'ai été libérable, je me suis retrouvé sur le quai d'une gare avec un ticket de train et je me suis dit bon, je fais quoi maintenant? Et du coup, j'ai dit je vais faire que des choses qui m'amusent. Voilà. Le goût de l'écriture ou de raconter ce que tu voyais, ça a démarré quand? Alors, assez tard, si on peut dire. Disons que jusque dans les années 90, j'ai fait un petit peu tout ce que j'avais envie de faire. J'ai été détective privé, j'ai été pilote de stockage, tout ce qui m'excitait. Mais j'avais quand même un rêve depuis toujours, c'était d'être reporter. Et en 90-92, je me suis présenté dans un journal avec quelques bricoles que j'avais écrites. Et à l'époque, les choses étant différentes d'aujourd'hui, j'ai été embauché tout de suite. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté d'écrire. Ah d'accord. Donc maintenant, je peux m'imaginer que tu as des petites choses qui commencent à se mettre sur papier. Tu as cette envie de te retrouver, je vais dire, dans les librairies, de rencontrer des gens. Et Ouais. tu vas imaginer mettre un ouvrage qui s'appelle Le regard du diable, je pense. Ou bien tu as déjà eu autre chose avant ça? Alors, ça doit être mon 12e ou 13e ouvrage en réalité. Voilà, oui, oui. Mais publié chez un éditeur qui tienne la route, donc chez City Edition, c'était le premier vraiment chez un éditeur qui tenait la route. Et donc oui, ça s'appelle Le regard du diable. C'était pas du tout dans la lignée de ce que j'écrivais avant, mais j'avais envie d'écrire quelque chose qui se passait au 19e siècle. Et puis j'étais assez fasciné par l'épopée napoléonienne, et puis surtout par les complots qui s'y déroulaient, les intrigues, les meurtres, tout ça. C'était une époque un peu bénie pour les écrivains. Tout ça à côté, évidemment, ce travail d'écriture d'une grande passion, qui est la chasse au trésor. Ah, ben oui, évidemment. Alors, parle-nous une fois de cette autre facette de ta vie. En fait, c'est pareil, c'est pas une chose qui est venue comme ça, c'était déjà en moi, puisque j'ai commencé à chercher mon premier trésor à l'âge de 14 ans. J'ai toujours été un chasseur de trésors, un enquêteur, comme je t'ai dit, un investigateur. Il faut que je comprenne les choses, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Je ne peux pas voir une grotte sans rentrer dedans pour essayer de voir où elle va, voilà. Donc c'est vrai que très vite, je me suis mis à chercher des trésors, mais dans un sens plutôt littéraire. C'est-à-dire que comme j'étais journaliste, je travaillais pour des magazines spécialisés, et là je faisais des articles sur les trésors qui étaient découverts, sur les trésors à découvrir, jusqu'au jour où je me suis dit, faut y aller, allons-y, et je me suis mis à faire des recherches, vraiment des recherches. J'ai créé une entreprise qui marchait pour moi, et on s'est mis à chercher des trésors. Ça a duré de nombreuses années, évidemment, partout dans le monde. Quelle est la chasse la plus épique que tu aies eu à réaliser? Alors, il faut faire attention parce que quand je parle de trésor, je parle de trésor de famille. Oui. C'est-à-dire qu'avec la législation française, c'était un peu compliqué. Nous, ce qu'on faisait, c'était j'avais une équipe complète. On cherchait les trésors de famille, c'est-à-dire les lingots du grand-père, les Napoléons de l'arrière-grand-mère. Donc, on n'a jamais trouvé de tableau de maître, de trucs comme ça. Mais on a trouvé beaucoup de pièces d'or, de lingots, de trucs comme ça. Donc, c'était pas vraiment l'objet qu'on découvrait qui était extraordinaire, c'était souvent la quête qui était extraordinaire, parce qu'on rentrait dans l'intimité des familles. Voilà. Et quel est le fait, c'est ça un petit peu le plus extraordinaire, où on se dit, là on va se mettre la tête dans le mur, mais malgré tout, bingo, ça arrive. La recherche que je retiens le plus, c'est pas forcément la plus extraordinaire, c'était une qui était vraiment bizarre, c'est que on m'a appelé pour venir chercher un trésor dans une maison, un trésor de famille, un héritage en fait. Et j'ai su dès le départ où il était, ce truc. Ah bon? En y allant, je savais où c'était. Et la famille recherchait cet héritage. J'y suis allé et dans la journée, je l'ai trouvé. Et ça avait été extraordinaire parce que la personne avait laissé une véritable carte au trésor. Dans l'héritage, en fait, les héritiers ont découvert un document où la personne disait « J'ai caché une boîte, tant de montres en or, 3 montres en or, 14 louis d'or. » Il y avait un inventaire complet, ce qui nous était relativement jamais arrivé. D'accord. Grand féru de la plongée aussi.
Oui, je suis un passionné. Je suis instructeur de plongée également, parce que chaque fois que je fais un truc, j'aime bien aller jusqu'au bout, quoi. Donc, je suis instructeur de plongée, de scaphandrier, et puis je suis dans les niveaux 4, c'est-à-dire je peux accompagner tous les plongeurs qui veulent plonger. Comment découvres-tu l'Égypte, Hervé? Alors, l'Égypte, c'est pareil, ça fait partie de ma culture. Je n'y suis jamais allé, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais par contre, c'est un pays que j'ai toujours étudié. Quand j'étais gamin, mon père me lisait tout ce qui est... Mon père, qui était un grand érudit, me lisait toute l'histoire des pharaons. Donc, quand les autres gamins se faisaient lire des histoires de contes de fées, des contes de fées, moi, on me lisait l'histoire des pharaons d'Égypte. Et voilà, en fait, c'est ça qui m'a poussé, qui m'a fait exploser dans ce domaine-là. Donc l'Égypte, j'ai toujours été accroché à l'Égypte, j'ai toujours été passionné par ce pays-là. Mais j'ai jamais mis les pieds, mais j'irai bientôt. Tu as peut-être lu tout Christian Jacques, peut-être? Non, j'ai lu quelques ouvrages, mais non, j'ai pas trop. J'essaie, quand je veux écrire sur un sujet, en fait, j'essaie d'avoir de la documentation technique, mais j'évite de trop lire des auteurs, surtout des bons auteurs, pour éviter d'être tenté de suivre leur voie, en fait. J'aime bien innover, et si je lis quelque chose, surtout des bons auteurs, fatalement, je vais avoir, dans mon esprit, il va y avoir quelque chose qui va vouloir les cloner. Alors, j'ai beaucoup aimé un petit peu ton jeune personnage, qui est donc Rodier. Parle-nous un peu de ce commissaire. Alors, comment l'as-tu imaginé? Il est venu un petit peu tout seul. En fait, c'est le premier personnage qui est sorti de mon esprit. Je l'ai vu comme ça. Je devais faire un deuxième roman pour l'édition City. Et j'avais envie de faire un truc un petit peu mystérieux, l'Égypte. Donc ça parle aussi de combustion humaine spontanée. Et le premier personnage qui s'est présenté à moi, en fait, c'est ce jeune commissaire qui a des particularités particulières, nous dirons, et qui est un excellent tireur d'élite. Et il s'est présenté à moi, en fait, tout seul. Et il est né d'un seul coup. Il avait toutes ces caractéristiques d'un seul coup. Les autres personnages, je les ai imaginés, j'ai cherché des personnages complémentaires mais lui est arrivé d'un seul coup. Ah, d'accord. Et bon, c'est assez amusant parce qu'on démarre quelques années donc après le retour d'Égypte de Napoléon. Et là, raconte-nous un petit peu. Alors, Napoléon revient d'Égypte. Dans la réalité, il est revenu avec peu de choses, puisque les Anglais avaient saisi la plupart des objets qui avaient été découverts. Mais bon, pour l'histoire, il a ramené quand même beaucoup de choses pour mon histoire. Et notamment, il y a une tombe qui avait été découverte d'un grand prêtre d'Amon-Ré. Et quelques années plus tard, un passionné d'histoire de l'Égypte, qui est un Marseillais, un armateur marseillais, décide d'organiser une exposition. Et il se trouve qu'autour de cette exposition, il y a des gens qui meurent de manière assez bizarre, justement par combustion humaine spontanée. Napoléon doit venir inaugurer cette exposition quelques jours plus tard. Et donc, le chef de la police du palais, qui était la police spécialisée dans la protection de Napoléon, envoie ce jeune commissaire, qui est en fait un excellent élément, pas très costaud, il est un petit peu fluet, enfin bon, mais par contre, il a une grande intelligence. Et donc, c'est lui qui est choisi pour venir vérifier ce qui se passe à Marseille avec ces histoires de gens qui s'enflamment. Comment as-tu vécu cette période ici, donc, après le Covid? Enfin, on y a toujours en plein dedans, mais voilà, tu as un ouvrage qui va sortir, tu sais qu'il va être proposé auprès des libraires, mais est-ce que les choses vont bouger ou pas bouger? Quel est le stress de l'auteur dont le bébé va sortir et comment va-t-il s'en occuper? Parle-nous un petit peu de cette période-ci. J'ai eu un énorme stress parce qu'en fait, le livre qui sort là au début juillet devait sortir au mois d'avril. Et donc, ça m'a complètement coupé les pattes. J'étais vraiment désespéré. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc, j'ai quand même communiqué. J'ai eu des journalistes qui ont joué le jeu, qui ont communiqué. En fait, le livre va sortir, mais quand, on ne pouvait pas savoir. Hein. Et donc, voilà, j'ai fait beaucoup de communication par les réseaux sociaux. Et j'ai un petit peu croisé les doigts parce que j'étais vraiment angoissé de savoir quand est-ce que ce livre allait pouvoir paraître. Est-ce que c'était dans un mois, 2 mois? Parce qu'il était prêt, tout était prêt. On avait prévu les premières campagnes de communication. Moi, j'attendais parce que quand on va publier un livre, on attend toujours la sortie du livre. C'est un moment un peu magique. Sauf que là, tout a été, ça m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Ça m'a cassé les pattes en fait.
Comment va se passer la rentrée littéraire en septembre et octobre pour toi, Hervé? Alors, la rentrée littéraire va dépendre un petit peu de l'éditeur, parce qu'on a sorti un livre là, juste là. J'ai un ouvrage qui est terminé, qui va être proposé donc là ce mois-ci, qui n'est pas du tout un ouvrage historique, c'est un thriller moderne qui se passe sur Paris. Et j'attaque là, je vais attaquer un troisième opus des crimes et complots sous l'Empire. Donc ce ne sera pas la suite, mais ce sera dans la même veine que la malédiction égyptienne et le regard du diable. Donc voilà un petit peu où tu te diriges. Un séjour en Belgique dans les prochains mois, c'est prévu? Alors pourquoi pas, la Belgique c'est un pays que j'ai toujours admiré en fait. Et c'est pareil, alors je suis allé dans plein de pays, je suis allé au Pakistan, je suis allé en Afghanistan, je suis allé en Amérique du Sud, mais je suis jamais vraiment dans des pays qui m'intéressaient au départ. Et la Belgique était un de ces pays. Je suis d'ailleurs ami avec un Belge célèbre qui est Robert Stenwiet, je ne sais pas si tu le connais. De nom. Stenwiet, un des plus grands chasseurs de trésors du XXe siècle. Ah d'accord. C'est l'homme qui a découvert le plus gros trésor jamais sorti de la mer depuis le début des chasses au trésor. Ah d'accord. Et on a fait une émission de télé il n'y a pas très longtemps ensemble, on a mangé un bout ensemble. C'est un gars que j'admire, c'est lui qui m'a fait venir en fait à la plongée et à l'aventure. C'est un gars qui a 95 ans aujourd'hui, hein, mais extraordinaire. Et c'est un Belge, j'ai toujours aimé. Alors bien sûr, Tintin, tout ça, n'en parlons pas. Alors, je viendrai en Belgique, bien sûr. Alors, moi, je me plonge un peu plus directement sur, je vais dire, ton écriture. Moi, j'apprécie l'écriture parce qu'encore une fois, on est avec un homme de terrain qui a vécu des choses, qui est allé, je vais dire, les goûter, les hacher, les retourner, les fouiller. Et je dois dire, dans l'écriture, ça se retrouve. Tout en ayant, je vais dire, non pas une écriture tordue comme pas mal de gens peuvent avoir dans ton genre, mais ici, c'est clair, c'est net. C'est didactique aussi parce qu'on découvre et on apprend pas mal de choses. Et c'est ce que j'apprécie dans ton écriture. J'espère que tu vas continuer dans cette veine-là, évidemment. Je ne vais pas changer de style aujourd'hui. J'ai été habitué à travailler pour la presse, donc à avoir un style assez concis, voilà. Assez direct. Et je ne vais pas changer de style aujourd'hui, d'autant plus que je déteste la littérature alambiquée. C'est bien, ça fait des prix Goncourt, des machins, tout ça. Oh, oui. Mais moi, j'estime que quand on raconte une histoire, en fait, c'est l'histoire qui doit être importante et là, les mots doivent être clairs. D'ailleurs, dans mes lecteurs tests, j'ai 5 ou 6 lecteurs tests issus de milieux sociaux très différents. Il faut absolument que tout le monde arrive à comprendre ce que j'écris pour que je valide. D'accord. Alors, milieux très différents, parce que ça n'a rien de différent. Ce sont des privilégiés, évidemment, quoi, de pouvoir découvrir... Tiens, à propos, en parlant de ces lecteurs tests, est-ce que tu acceptes facilement la critique de la part de ces lecteurs? Ou bien tu repèses encore le pour, le contre, tu commences à négocier avec eux pour dire oui, mais comment ça se passe dans ce cadre-là? Non seulement j'accepte la critique, mais je leur demande de ne surtout pas me dire ça m'a plu ou ça ne m'a pas plu. Ça ne veut rien dire, j'en ai rien à faire. C'est le lecteur qui va décider. Non, ce que je veux, c'est la critique, mais bien entendu, la critique constructive. Il me dit c'est pourri, bon ok, d'accord, mais pourquoi, voilà. Par contre, si on me dit non, j'ai pas aimé cette phrase parce que j'ai pas compris, là, il y a un truc qui va pas parce que ton personnage, il est arrivé plus tôt et puis on le revoit repartir. Non, là, ok. J'accepte toutes les critiques, je leur demande même, je suis en demande de critique, mais constructive, bien entendu. Alors, je vois que tu as déjà quelques cheveux gris. Alors, j'imagine un petit peu donc, les lecteurs, tu as travaillé le texte avec un petit peu en tenant compte de ce qu'ils ont dit, leurs petites remarques. Le texte arrive chez l'éditeur et on te dit, écoute Hervé, il y a 150 pages de trop. C'est déjà arrivé? Ça n'est jamais arrivé. Oh, quelle chance tu as alors! Non, parce qu'en fait, non, mais c'est pas une chance, c'est que être auteur, c'est bien, c'est une chose, on va dire que c'est un art. Je ne me considère pas du tout comme un artiste, mais plutôt comme un artisan. Et il y a des règles à respecter. Quand tu es garagiste, tu dois respecter certaines cotes pour l'alésage d'une culasse, etc., etc. Quand on est auteur, quand on est professionnel, on te demande de respecter un certain volume de texte. Et ça, on me le demandait souvent dans la presse, c'était systématique. Donc je sais très bien qu'il y a des choses à ne pas faire, des volumes à ne pas dépasser. Ça pourrait arriver, d'ailleurs c'est arrivé sur le dernier que j'ai écrit là, et l'éditeur semble relativement, bon, ça peut arriver de temps en temps, mais il faut vraiment avoir quelque chose à dire. Hein.
Mais si on ne doit pas dépasser les 400 pages, on ne dépasse pas les 400 pages. C'est une vision de l'auteur qui est plus artisanale en fait qu'artistique. Moi, je ne me considère pas du tout comme un artiste. Ah d'accord. Mais donc, enfin, ça, je dois dire, ce que tu viens de me dire, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le travail méticuleux du journaliste. Déjà dans la recherche des éléments, dans la construction évidemment du récit, on le retrouve, ça c'est vrai. Mais c'est une chance d'un autre côté d'avoir pu goûter à ça auparavant, quoi. Et tu fais toujours des articles tu es toujours journaliste? Non, plus du tout, non, non. Plus Non, du non. tout. Non, j'ai laissé tomber il y a quelques années Mhm. parce que la façon dont on me demandait de faire les articles ne me plaisait pas du tout. D'accord. Et j'ai toujours été indépendant, mais à un moment, on m'a demandé d'orienter mes articles et puis ça, non. Ah non. Ça c'est mauvais ça, quand on sent qu'on a des choses qui s'imposent, c'est fort Non, ça embêtant. m'intéresse pas. C'est fort embêtant. C'était pas des ordres, c'était des indications et je n'aime pas ça. Quel est le grand projet que tu n'as pas encore réalisé? Grand projet. Un voyage, une rencontre, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est-à-dire mes projets, ils naissent au fur et à mesure. Les projets, j'en ai plus le temps. Alors là, j'ai un projet, mais ce n'est qu'un projet, bien entendu, donc j'en parle, mais ça pourrait très bien ne jamais se réaliser. J'ai découvert, parce que je travaille avec des historiens, donc des professionnels pour mes romans, et on a découvert une histoire de crime qui s'est déroulée juste à côté de chez moi, à l'Île-sur-la-Sorgue, Mhm. en 1880, et j'ai envie d'essayer de résoudre ce crime. Ah bon? Ouais. C'est une histoire assez bizarre. C'était un noble français qui est venu s'installer là avec son domestique noir, son esclave, disons le mot, quoi. Et la personne a été assassinée et le domestique a été condamné à mort. Mais très probablement que ce n'était pas lui, parce les historiens avec qui je travaille ont retrouvé, enfin un gros travail. Ils ont retrouvé des constats de police, ils ont retrouvé la plaidoirie de l'avocat, tout ça. Et là, il est presque évident que la personne a été condamnée à tort. C'est quasiment sûr. Donc je me suis dit, j'ai vu avec eux, je leur ai dit, et si on essayait de résoudre ce crime 250 ans après, ça serait à la fois drôle et puis à la fois un hommage, quoi. Eh ben, Voilà, c'est un de mes projets, j'en ai beaucoup d'autres. eh bien Hervé, je suis très content qu'on ait consacré ensemble quelques minutes pour cette conversation. Je te remercie. Je te souhaite encore un bel été, une belle promotion pour ton ouvrage. Et si tu vois ton attaché de presse, tu l'embrasses de ma part. Et à très bientôt. Et à très bientôt en Belgique, j'espère. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir reçu dans ton émission, j'en suis très content. Eh bien voilà, à très bientôt Hervé.